Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la deuxième technologie de base dans le développement web qui est le langage CSS. Donc, durant cette présentation, nous allons tout d'abord, bien sûr, définir le principe de ce langage CSS. Nous aborderons également les différentes formes des sélecteurs, les combinateurs, les pseudo-classes, les pseudo-éléments et on terminera avec les règles de priorité et peut-être à la fin je vais vous présenter ou bien je vais vous proposer un fichier PDF qui regroupe un petit peu les propriétés CSS les plus utilisées. Donc pour commencer, l'effet de style en cascade, communément appelé CSS pour Cascading Style Sheets. Donc en fait, ces feuilles de style complètent la mise en forme des pages web dont le contenu est rédigé en HTML web. Donc il ne faut pas oublier, le langage HTML n'est pas un langage de programmation. C'est un langage qui va vous permettre de structurer le contenu de vos pages web. Et le CSS, son rôle, c'est de gérer la mise en forme de ce contenu. Donc les feuilles de style en cascade ont été inventées en 1995 à peu près. Et ça a été tout de suite adopté par le consortium W3C, qui est un consortium très suivi et utilisé dans le domaine du développement web. L'idée de CSS bien sûr, est de séparer le contenu de la présentation. Ces feuilles de style définissent les polices de caractères, la position des blocs, bien des éléments HTML, leur marge, leur couleur et plein d'autres propriétés. Donc maintenant, quelle est la structure de base d'un style? Donc un style, il va se présenter de la manière suivante. Donc vous avez ce qu'on appelle ici un sélecteur. Et ensuite, entre les deux accolades, vous allez pouvoir définir un ensemble de propriétés. Donc sélecteur. Le sélecteur, lui, il va spécifier l'identifiant, la classe ou la balise à qui sera appliqué le style. Si vous voulez, le sélecteur, lui, il va pointer vers quel élément le style qui est défini ici entre les deux accolades va être appliqué. Propriété. Donc, définit l'attribut de mise en forme. Par exemple, ça peut être la couleur, ça peut être la taille des caractères et plein d'autres propriétés que vous aurez l'occasion de voir par la suite en faisant des exercices pratiques. Valeur. Renseigne les caractéristiques de propriété. Donc ici, à l'intérieur, après l'accolade vente, vous allez pouvoir lister plusieurs propriétés. Et à chaque fois, ça doit être rédigé ou écrit de la manière suivante. Propriété, le nom de la propriété, 2 points, et la valeur que vous voulez affecter à cette propriété. Bien sûr, il ne faut pas oublier, les propriétés sont séparées par des points virgules. Les commentaires, vous avez la possibilité de y rajouter des commentaires, à condition que il faut que vous ayez un commentaire tel que vous avez l'habitude de faire en C. C'est-à-dire slash, étoile, vous mettez le texte commentaire et à la fin, vous devez fermer votre commentaire avec étoile, slash. Donc ça, c'est la structure de base. Je répète. Donc un sélecteur qui va pointer vers quel est l'élément de votre document web auquel vous allez appliquer la mise en forme définie tout de suite après ici. Et cette mise en forme ou bien ce style, il est défini par quoi? Par un ensemble de propriétés ainsi que de leur valeur. Et à chaque fois donc, vous mettez la propriété que vous voulez inclure dans votre style, 2 points, la valeur que vous voulez lui attribuer. Il ne faut pas oublier bien sûr, après chaque propriété de point valeur, il ne faut pas oublier de mettre point virgule. On a un petit exemple ici, donc sélecteur ici CP. Et par la suite, on va bien voir les différentes formes de sélecteurs qu'on peut utiliser. Et ici, moi, je vais affecter ou appliquer aux balises P ce style-là, cette mise en forme. Donc la couleur, je veux qu'elle soit rouge pour le texte.
Et font size, par exemple, j'aimerais bien que ce soit large. Donc maintenant, ça c'était la structure de base d'un style. Maintenant, où est-ce que vous allez pouvoir déclarer ce style ou bien ces styles? Parce qu'il ne faut pas oublier, CSS, c'est les feuilles de style en cascade. Donc on aura la possibilité de définir plusieurs styles, plusieurs feuilles de style. Donc un style peut être déclaré directement dans les balises HTML et à ce moment-là, on aura ce qu'on appelle un style en ligne. Vous avez la possibilité d'introduire vos styles dans l'entête de la page HTML et dans ce cas, vous allez avoir un feuille de style interne. Et il y a une troisième possibilité qui va vous permettre d'enregistrer dans un fichier autre que la page HTML vos feuilles de style. Et à ce moment-là, vous allez avoir des feuilles de style externes. Donc on commence avec la première forme, style en ligne. La définition d'un style en ligne s'effectue à l'aide de l'attribut style ou bien style directement dans la balise concernée. Exemple, j'ai ici un bout de code HTML, le corps de la page précisément, j'ai un titre H1. Donc, le titre ou le texte qui va être affiché, c'est titre niveau 1, peu importe. J'aimerais bien que ce texte-là apparaît en vert. Donc, pour pouvoir appliquer ce style-là, c'est assez simple. Donc, vous avez l'attribut style ou style de la balise H1. Donc, vous lui affectez quoi? La propriété que vous souhaitez, deux points, la valeur et point virgule. Si vous voulez attribuer une deuxième propriété, vous rajoutez le nom de la propriété, deux points, la valeur et ainsi de suite. Par exemple ici, le titre, j'aimerais bien que sa couleur soit gris, donc il apparaît ici en vert. Et pour le paragraphe, j'aimerais bien que sa couleur soit en bleu, donc ici j'ai affecté à color blue, point virgule, font-size, x-large, font family, deux points, Arial, point virgule. Et donc, bien sûr, le paragraphe, le texte du paragraphe, il sera en bleu, il aura une taille de X large et la fonte qui sera utilisée, c'est Arial. Donc ça, c'est un exemple de déclaration de style en ligne, directement dans la balise ou directement au niveau de l'élément auquel vous voulez appliquer une certaine mise en forme. Maintenant, style interne. La feuille de style interne est définie dans l'entête de la page HTML, entre les balises style et slash style. Donc, voici l'entête de la balise, l'entête de la page HTML. Donc, vous avez head, slash head. Donc, ça veut dire que le style il sera à l'intérieur ici, donc à l'aide de la balise style slash style. Et là, j'aimerais bien que les balises H1, les titres de niveau 1, aient la couleur gris, voilà. Et j'aimerais aussi que les balises P, c'est-à-dire les paragraphes, qu'ils aient une couleur bleue, et ainsi qu'un font size X large et un font family Arial. Donc le résultat il sera identique à l'exemple précédent où on avait un style en ligne. Maintenant, la troisième possibilité qui est de définir des styles externes. Donc la feuille de style externe est sauvegardée dans un fichier ayant l'extension .css. Il faut que votre style soit déclaré ou défini dans un fichier externe dont l'extension est .css. Et bien sûr, il faudra le lier à la page HTML avec quoi? À l'aide de la balise link. Donc regardez ici. Là, au niveau de l'entête, je n'ai plus le style interne. Je n'ai plus de balise style comme précédemment ici. Vous remarquez là? J'avais style slash style. Maintenant, je n'ai plus ça. Mais à la place, qu'est-ce que j'ai? J'ai la balise link. Link, à l'attribut rel, vous lui affectez style sheet. Et ensuite, href, vous lui donnez le chemin vers la feuille de style qui sera utilisée pour le contenu de cette page HTML. Et style1.css, voici son contenu. H1, toujours, je lui affecte la couleur green. Et pour P, la couleur bleue.
et font size X large et font family Arial. Ici, bien sûr, il faudra juste faire attention au chemin que vous donnez à href. Là, moi, j'ai donné un chemin relatif et c'est ce qu'il faudra donner. Ne jamais donner ici des chemins absolus, sauf si vous avez une feuille de style qui est complètement externe à votre serveur web et qui se trouve sur un autre serveur web. Mais là, par exemple, moi, j'ai mis point slash, ça veut dire CSS, ça veut dire vous allez trouver style1.css dans un dossier CSS qui se trouve au même niveau que la page HTML qui est décrite ici. Bien sûr, ici, la page HTML, moi, je n'ai mis qu'une partie. Donc, il reste une autre partie où il y a le corps de la page. Je ne l'ai pas affiché ici par manque de place. Et style1.css, voici son contenu. Maintenant, avec CSS, il est possible, comme je l'ai mentionné au début de la présentation, il est possible de définir pour une même page HTML plusieurs feuilles de style à différents endroits. Et c'est ça qui va vous donner cette notion de cascade de style. Donc, je pourrais avoir un style externe, un autre interne et des styles en ligne. Donc, en cas de conflit, c'est-à-dire si le navigateur ne sait plus pour un élément précis, qu'est-ce qu'il faudra appliquer? Est-ce que le style interne qui a été défini pour cet élément, est-ce que c'est le style externe ou bien le style en ligne? Bien sûr, tout ça, ça a été bien pensé au niveau du langage CSS et donc il y a un ordre de priorité. Donc en cas de conflit, les styles sont interprétés selon l'ordre de priorité suivant. Styles en ligne sont les plus prioritaires. Les styles en ligne sont les plus prioritaires. Par la suite, il y a les styles internes. Et à la dernière position, ou les moins prioritaires, ce sont les styles externes. Donc, il faudra se rappeler de cet ordre de priorité. Sinon, on aura des problèmes par la suite pour obtenir la mise en forme qu'on souhaite si jamais on a une cascade de styles pour le même élément. Maintenant, les sélecteurs. Donc, les sélecteurs, en fait, représentent les éléments ou pointent vers les éléments sur lesquels ou pour lesquels nous allons appliquer un ensemble de règles CSS. Il en existe plusieurs types de sélecteurs. Il y a ce qu'on appelle sélecteur universel. Donc, en fait, ce sélecteur est représenté par l'étoile. Il désigne toutes les balises d'un document HTML. Exemple. J'ai ici un document HTML, j'ai l'entête, j'ai le corps ici. Donc, est-ce que j'ai défini un style interne, en ligne ou bien externe? Vous l'avez très bien remarqué, il n'y a pas de style en ligne au niveau des balises HTML dans la partie corps ou body de la page web, donc j'en ai pas. Je n'ai pas aussi un style interne défini au niveau de l'entête de la page avec la balise style, mais par contre j'ai la balise link et pour rel j'ai style sheet et j'ai donné ici au niveau de href le chemin ainsi que le nom vers sélecteuruniversel.css. Donc j'ai bien un style externe. Maintenant au niveau de ce fichier styleuniversel.css, peu importe le nom peut-être il correspond à ce que je suis ici en train de présenter, mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc vous voyez un petit peu ce que contient ce fichier. Étoile, j'ai ouvert la collade, color2.blue. Là, je suis en train de demander au navigateur d'appliquer la propriété color avec la valeur blue pour toutes les balises qui se trouvent à l'intérieur de body. C'est-à-dire pour toutes les balises de mon document HTML, la propriété color2.blue sera appliquée. Et donc on aura bien sûr le titre qui sera en bleu ainsi que le texte. Maintenant, sélecteur de type. Il permet de sélectionner un ou plusieurs éléments HTML. Ce sélecteur reprend tout simplement
le nom des éléments HTML ou bien des balises HTML. Exemple, là j'ai mis P, ça veut dire tous les paragraphes de la page. Je vais leur appliquer cette mise en forme ou bien ce style qui est composé de la couleur red et de font size X large. Un autre exemple, là j'ai mis P, H1. Ça veut dire tous les paragraphes et les titres H1 de la page. Je vais leur appliquer color blue. Donc c'est très simple, un sélecteur de type, donc vous allez reprendre le nom de la balise. Et bien sûr, toutes les balises de ce nom-là, on va leur appliquer le style que vous allez définir à travers une liste de propriétés de points valeurs. Dans le cas d'un sélecteur universel avec un sélecteur spécifique, il faut prendre les propriétés non communes et redéfinir les propriétés communes par le sélecteur spécifique. Vous allez mieux comprendre à travers l'exemple. J'ai toujours la même page web. J'ai un titre et un paragraphe. Un titre H1 et un paragraphe. Regardez ici. J'ai un sélecteur de type P et un sélecteur étoile. Le sélecteur de type, il est plus spécifique que le sélecteur universel. Universel, il va sélectionner toutes les balises. Alors que le sélecteur de type, non, il va sélectionner que les balises qui ont ce type-là. Par exemple, ici, c'est les balises P. Donc, à votre avis, est-ce que le paragraphe, il sera, puisque l'étoile, ici, pointe vers toutes les balises. Donc, il pointe, l'étoile ou bien ce sélecteur, il pointe vers le H1, le titre, ainsi que la balise P. Mais j'ai défini moi aussi un autre sélecteur de type, lui aussi, il pointe vers P, ce paragraphe. Donc là, en quelque sorte, il va y avoir un conflit. Donc ici, il y a une règle de priorité aussi, qui dit que prendre les propriétés non communes. Les propriétés non communes, on va les prendre et on va l'appliquer pour les éléments pointés par le sélecteur. Par exemple, ici, j'ai P et j'ai étoile. Étoile et P pointent vers ce paragraphe-là, le premier paragraphe de la page. Donc, quelles sont les propriétés non communes ici entre ces deux styles-là? C'est font-size small. Donc, ici, je vais appliquer font-size small pour le paragraphe. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, le problème réside dans la propriété color. Donc, le sélecteur universel me dit que la couleur doit être rouge et le sélecteur de type P me dit que la couleur doit être bleue. Donc là, je prends la propriété qui est donnée par le sélecteur le plus spécifique. Le plus spécifique ici, c'est le sélecteur P et non pas l'étoile. Donc, c'est pour ça, à la fin ici, j'ai le paragraphe qui apparaît en bleu et non pas en rouge. Par contre, pour le titre H1, il n'y a pas du tout d'ambiguïté, tout simplement parce que ce sélecteur P ne pointe absolument pas vers H1. Il n'y a que l'étoile qui pointe vers H1 et donc la couleur de H1 sera red ou bien rouge. Maintenant, sélecteur de classe. Cette catégorie de sélecteurs cible un ou plusieurs éléments HTML par leur classe, l'attribut classe présent dans les balises. Dans ce cas, le sélecteur est point nom de la classe. Au niveau du fichier CSS ou bien au niveau d'une feuille de style interne, là, vous devriez mettre point intro, par exemple, le nom de la classe, et lui donner ou définir les propriétés qui représentent le style qui sera affecté à cette classe .intro. Si par exemple j'ai une autre classe .pintro, je peux définir par la suite l'ensemble des propriétés qui vont lui être appliquées. Maintenant, si un élément appartient à plusieurs classes, la dernière classe déclarée redéfinit toutes les propriétés communes avec les classes précédentes. Donc, voici un exemple d'un document HTML pour bien comprendre comment fonctionnent les sélecteurs de classe. Donc, essayez de suivre le contenu de cette page web. Donc, vous avez body/body.
Et à l'intérieur, j'ai un titre, j'ai un premier paragraphe et un deuxième paragraphe. Le premier titre, il appartient à la classe intro. J'ai défini ici l'attribut classe et je lui ai donné la valeur intro. Le deuxième paragraphe, lui, il est un petit peu particulier parce qu'il appartient à deux classes. Intro, P, espace, P intro. Il appartient à deux classes. Le fait de mettre ici intro et ensuite P intro ne veut pas dire que intro, c'est une classe prioritaire à P intro. Non. Ici, les classes peuvent être listées sans priorité. C'est-à-dire, vous mettez intro, P intro, ou bien P intro, intro, c'est la même chose. L'essentiel, c'est que le navigateur il va comprendre que ce paragraphe-là, le premier paragraphe, il appartient à deux classes. Maintenant, si je reviens à la feuille de style, j'ai point intro, la couleur sera red, font size small. Et P intro, la couleur sera bleue. Donc ici, intro, la couleur sera rouge. Donc le titre, il n'y a pas d'ambiguïté, il sera rouge. Et font size, ce sera small. Ok, il n'y a pas de problème. Vous avez remarqué que le titre niveau 1, normalement, il doit être plus large, puisqu'on a défini la propriété font size avec la valeur small, donc il apparaît plus petit. Maintenant, l'ambiguïté ou le problème qu'il peut y avoir, c'est avec le premier paragraphe. Lui, il appartient à la classe intro et P intro, aux deux classes. Donc maintenant, la question, est-ce que ce premier paragraphe, il aura la couleur red ou bien blue? Pour font size, il n'y a pas d'ambiguïté, puisque c'est une propriété non commune, donc on va lui affecter font size small pour ce paragraphe. Maintenant, pour la couleur, elle est définie ici, elle est définie là. Donc, comment on va faire? Le problème, c'est que maintenant, point intro, c'est un sélecteur de classe, point P intro, c'est un sélecteur de classe. C'est-à-dire, les deux, ils ont la même priorité. Donc, dans ce cas, quand vous avez des sélecteurs qui ont la même priorité, la dernière classe déclarée redéfinit les propriétés communes avec les classes précédentes. Ici, par exemple, j'ai P intro qui est défini, ce sélecteur, il est défini après point intro. Donc, le paragraphe P, il va apparaître en bleu et non pas en rouge. Maintenant, si je change l'ordre au niveau du fichier CSS, par exemple, si je déplace ça avant point intro, à ce moment-là, le paragraphe, il devient rouge et il ne sera plus bleu. Pour le dernier paragraphe, il n'y a absolument pas d'ambiguïté parce que ce paragraphe-là n'appartient à aucune des classes. Et au niveau du CSS, il y a un sélecteur de type P qui définit la propriété color à green. Maintenant, sélecteur d'identifiant. Ce sélecteur d'identifiant permet de cibler un élément de la page HTML à l'aide de son attribut ID. Dans ce cas, le sélecteur est représenté par dièse et la valeur de ce ID. Donc, regardez ici. Maintenant, j'ai dièse P main color green. Ensuite, j'ai H1, P, color red. C'est toujours le même code HTML. Je ne sais pas s'il est là. Non, je vais revenir un petit peu ici. C'est le même code HTML. Hein. Donc, j'ai H1, c'est la classe intro. P, c'est la classe intro, P intro. Et le dernier paragraphe, il a l'identifiant P main. Donc, maintenant, au niveau de ce sélecteur-là, de cette feuille de style, je n'ai pas du tout de sélecteur de classe intro et P intro. Donc, tout ça ne sera pas du tout exploité. Maintenant, pour dièse P main, il pointe vers le deuxième paragraphe, puisque ce deuxième paragraphe, il y a l'identifiant ou l'attribut ID qui est égal à P main. Donc ça ne pose absolument pas de problème. Donc, ce deuxième paragraphe, il sera en vert. Ensuite, il y a H1,P avec la propriété color red. Donc H1, il n'y a qu'un seul H1, donc il sera en rouge. Le premier paragraphe, lui, il appartient
à la classe intro et p-intro et ce n'est pas du tout exploité ici, donc il sera aussi en rouge. Mais le dernier paragraphe, est-ce qu'il va être touché par ce sélecteur ou pas? Eh bien, il ne sera pas touché par ce sélecteur-là, tout simplement parce que le sélecteur d'identifiant, il est plus spécifique que le sélecteur de type. Et donc, quand on a un sélecteur plus spécifique qu'un autre, c'est le sélecteur spécifique qui aura la priorité. Et c'est pour ça que le dernier paragraphe, il reste en green et il ne change pas vers la couleur ou la propriété red. Sélecteur d'attributs. Sélectionne un ou plusieurs éléments HTML en fonction de la valeur de l'un de leurs attributs. Le sélecteur sera écrit de la façon suivante. Entre crochets, nom de l'attribut égale valeur si besoin. L'exemple suivant, j'ai un document HTML, une page web qui contient 3 balises A. Première balise A, le texte HTML. Deuxième balise A, CSS. Troisième balise A, JavaScript. Pour les 3 balises A, il y a bien sûr la définition de l'attribut href. Par contre, pour la deuxième balise A, il y a la définition de l'attribut target égale et la valeur underscore blank. Pour la dernière balise A, il y a la définition de l'attribut target égale underscore top. Regardez maintenant le style ou la feuille de style qui est associée à ce contenu web. J'ai mis entre crochets ici target. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un sélecteur d'attributs. Il va sélectionner tous les éléments qui ont l'attribut target défini. Quels sont les éléments ici, parmi ces 3, qui ont l'attribut target défini? Il n'y en a que 2. La deuxième balise A et la troisième. Donc, pour ces 2 balises, qu'est-ce que je vais affecter? Je vais affecter une couleur red et un font size X large. Ça veut dire que CSS, il sera en rouge et X large. On remarque qu'il est en vert, mais on va expliquer pourquoi. Et JavaScript, il est en rouge et il est X large. Ensuite, après ce sélecteur d'attributs, il y a aussi un autre sélecteur d'attributs, mais par contre, ce sélecteur d'attributs, il va me sélectionner, pointer vers tous les éléments qui ont l'attribut target défini avec la valeur underscore blank. Et dans ce cas, il n'y a que la deuxième balise A qui a l'attribut target défini avec la valeur underscore blank. Et pour ces éléments-là, je vais appliquer la couleur dark green et font size sera XX large. C'est pour ça qu'on a ici CSS, le texte CSS qui correspond à la deuxième balise A. Il est en dark green et non pas rouge comme JavaScript. Il apparaît un petit peu plus large. Tout simplement parce que ce deuxième sélecteur d'attributs, il est plus spécifique que le premier et donc il aura la priorité. Puisqu'ici, au niveau, ou plutôt entre ces 2 sélecteurs, les 2 pointent vers la deuxième balise A. Donc le premier pointe vers la balise A ainsi que la deuxième balise A, pardon, ainsi que la troisième. Et le deuxième sélecteur, il pointe que vers la deuxième balise A. Donc pour JavaScript, il n'y a absolument pas d'ambiguïté. Ce sera en rouge et font size X large. Mais par contre, pour CSS, là, il y a un petit souci, un conflit. Et donc, c'est la priorité qui va trancher. Et ici, la priorité est donnée au sélecteur le plus spécifique, c'est-à-dire le deuxième. Il est possible d'appliquer des opérateurs de recherche sur les valeurs d'attributs. Donc, voici un exemple qui résume un petit peu ces opérateurs. Donc, vous avez le symbole d'égalité. Donc, tout élément ayant l'attribut et la valeur spécifique. Si vous mettez le TID égal, ça veut dire tout élément ayant une valeur d'attribut contenant le mot spécifié ici. Et vous avez les autres opérateurs que je vous invite à tester sur des exemples simples. Maintenant, les combinateurs. Un sélecteur CSS peut contenir plusieurs sélecteurs simples et cela en introduisant les combinateurs. Ces combinateurs permettent de désigner par exemple les éléments descendants d'une balise, ses éléments voisins, ses parents et bien d'autres.
Le caractère espace, space, c'est-à-dire rien, un petit espace, est un combinateur qui désigne les éléments descendants d'un élément donné. Par exemple, si vous mettez A espace B, vous allez sélectionner tous les éléments B contenus dans l'élément A. Essayons de décrire le contenu de cette page web, ou le corps de cette page. Donc, il est composé d'un titre H1, d'une balise div, qui regroupe deux paragraphes P, et ensuite, j'ai une balise span, et j'ai mis à l'intérieur, c'est-à-dire entre span et slash span, un paragraphe, la balise P. Là, il y a une petite erreur. Normalement, on ne doit pas avoir une balise bloc à l'intérieur d'une balise en ligne, mais j'ai fait ça juste pour vous montrer un petit peu comment les différents combinateurs fonctionnent. On peut fermer les yeux sur cette erreur, on va dire. Donc, j'ai un div à l'intérieur, j'ai deux balises P, et ensuite j'ai un span qui, elle, contient une autre balise P. OK? Et après ce div, j'ai un quatrième paragraphe, une quatrième balise P, ainsi qu'une cinquième balise P. Maintenant, si j'utilise le sélecteur suivant, div espace P. Là, je veux sélectionner toutes les balises P qui sont des descendants de la balise div. C'est pour ça que j'ai le premier paragraphe, le deuxième ainsi que le troisième, background-color avec la propriété ou la couleur orange. Si je reviens ici à mon code HTML, donc div espace P, je veux sélectionner toutes les balises P qui sont descendants ou descendantes d'une balise div, qui sont incluses à l'intérieur d'une balise div. Le premier paragraphe, la première balise P, la deuxième balise P, ainsi que la troisième balise P. La troisième balise P, oui, elle aussi, elle est touchée par ce sélecteur, tout simplement parce que elle est descendante de cette balise div. Ce n'est pas un enfant direct, mais elle est descendante. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu, pour les trois premiers paragraphes, l'arrière-plan orange. Par contre, pour le quatrième et le cinquième paragraphe, ils n'ont pas du tout un parent div. Leur parent ici, c'est body. Et donc, ils ne sont pas du tout sélectionnés, pointés par ce sélecteur div espace P. Donc ça, c'est un sélecteur de descendant. Maintenant, sélecteur d'enfant. C'est le symbole supérieur. Il permet de sélectionner les éléments fils directs d'un élément donné. Si on reprend le même exemple, div maintenant supérieur à P. Je vais sélectionner toutes les balises P qui sont des balises filles ou des éléments fils de la balise div. Là maintenant, je n'ai que le premier paragraphe et le deuxième. Le troisième, non, tout simplement le troisième, je l'avais mis à l'intérieur d'une balise span. Et donc, ce n'est pas un fils direct de div. Donc, il n'est pas du tout concerné ici. Le combinateur plus identifie les éléments qui suivent immédiatement l'élément donné tout en appartenant au même parent. Par exemple, A plus B désigne tout élément B précédé directement par A tout en ayant le même conteneur parent. Si je reprends ma page web ou HTML de tout à l'heure, donc j'ai div plus P comme sélecteur. Là, je vais sélectionner toutes les balises P qui vont être positionnées directement à la suite d'une balise div. Donc, je n'ai que ce paragraphe quatrième, pardon. Si je reviens ici au code HTML, regardez. Après le div, j'ai qu'un seul div déjà au niveau de body. Et après le div, c'est ce quatrième paragraphe qui vient. Donc, il n'y a que lui qui est pointé par div plus P. Et c'est pour ça, l'arrière-plan de ce quatrième paragraphe, il est en couleur orange. Le combinateur TID identifie les éléments qui suivent l'élément donné tout en appartenant au même parent, qui suivent l'élément donné.
Maintenant, ce n'est plus une obligation que ce soit le voisin direct. Non, mais les voisins, c'est-à-dire les éléments qui viennent après div, mais qui appartiennent aux mêmes parents. Et vous avez remarqué, il y a le paragraphe 4 et 5 qui sont positionnés après le div qui contient ces trois paragraphes. Et donc, les deux sont touchés par cette propriété background-color avec la valeur orange. Et tout simplement parce qu'ils appartiennent tous les deux comme div à body et ils sont directement, ou plutôt ils sont à la suite de div. Maintenant, les pseudo-éléments. Autre type de sélecteur, les pseudo-classes. Donc, ils désignent l'état d'un élément. Par exemple, l'élément est-il de premier fils? A-t-il été survolé par la souris, par exemple? Et comment vous allez définir ce type de sélecteur? Vous allez mettre le sélecteur, deux points, et la pseudo-classe. Et entre les accolades, où vous allez lister ou définir toutes les propriétés que vous voulez affecter aux éléments, du document HTML ou de la page web. Avec l'exemple, vous allez mieux comprendre. Là, je vais reprendre la même page HTML, c'est-à-dire j'ai 5 paragraphes. J'ai le premier div qui contient 3 paragraphes et ensuite j'ai les 2 paragraphes après. Là, comme sélecteur, j'ai P first child. Là, je vais rechercher toutes les balises P qui sont des premiers enfants. Je vais leur affecter la couleur bleue. Et pour l'arrière-plan, ce sera jaune. Donc là, je reprends juste le code HTML, hein, comme ça vous allez remarquer que plutôt vous allez essayer de repérer quelles sont les balises P qui sont des premiers enfants. Vous avez cette balise P, c'est le premier enfant de div, et vous avez cette balise-là qui est le premier enfant de Spain. Normalement, pour les first child qui sont de type P, on va leur affecter la couleur bleue. Nous allons voir le résultat. Est-ce que c'est ce cas ou pas? Regardez. Le premier paragraphe et le troisième. Je vous avais dit le premier parce que P, c'est le premier enfant de div, et P ici, c'est le premier enfant de Spain. Et donc, les deux ils apparaissent en bleu et l'arrière-plan est yellow. Ensuite, P espace I, first child. L'espace, qu'est-ce qu'on avait dit pour l'espace? Ça veut dire que toutes les balises I qui sont des descendants de P, nous allons prendre uniquement les I qui sont les premiers fils. On va leur appliquer font size XX large. Donc ici, où sont les balises I qui sont descendantes de P? Donc il y en a uniquement au niveau de le premier paragraphe. Donc j'ai une première balise P et ensuite une deuxième. Ici, j'ai mentionné la pseudo-classe first child. Il faut que I soit premier enfant. Donc, cette mise en forme-là, c'est-à-dire font size XX large, ne sera appliquée qu'à la première balise I. Si on remarque le résultat, il n'y a que ce texte-là, paragraphe 1, qui est XXX large. XX large. Sinon, le reste n'est pas touché par cette propriété. Il n'y a que paragraphe 1. Sinon, le reste, il est resté tel quel. Ensuite, le dernier sélecteur. P espace I last child. Là, je vais sélectionner le dernier enfant I qui est descendant de P. Je vais lui donner la couleur rouge. Et vous remarquez ici, il n'y a que le div là qui est en rouge. Tout simplement parce que il appartient ou il est à l'intérieur d'une balise I et c'est la dernière descendante de P.
Maintenant, voici un tableau aussi qui résume un petit peu les pseudo-classes les plus utilisées. Donc, je vous invite un petit peu à essayer de tester ces pseudo-classes. C'est pas quelque chose de très difficile. Vous avez par exemple tel que 2.hover, c'est très utilisé. Donc, ça permet de détecter si la souris de l'utilisateur a survolé un élément HTML et vous allez pouvoir lui appliquer une certaine mise en forme. Et vous avez onlyChild, élément qui est l'unique descendant d'un autre élément. Et first child, last child. Donc, je vous invite sincèrement à voir un petit peu ces pseudo-classes. Il y a la suite qui est ici aussi. Donc, avec des petits exemples, normalement, vous allez pouvoir mieux appréhender ces pseudo-classes. Maintenant, les pseudo-éléments. Les pseudo-éléments sélectionnent une partie d'un élément auquel sera appliqué un style. Par exemple, mettre en gras la première lettre d'un paragraphe. Comment vous allez pouvoir définir ou écrire ces pseudo-éléments? Vous avez le sélecteur, 4 points, pseudo-éléments et entre accolades, vous allez définir ou lister les différentes propriétés ainsi que leurs valeurs. Le tableau ici, il permet ou il résume les pseudo-éléments tels que ici 2 points, 2 points, si vous voulez, first line. Donc, permet de cibler ou de sélectionner la première ligne d'un texte. First-letter, première lettre d'un texte. Vous avez 2 points, 2 points after, ne sélectionne pas, mais ajoute du contenu après le dernier enfant de l'élément donné. Par exemple, ici, H1, 2 points, 2 points after. Et content, on va lui affecter URL smile.gif, c'est-à-dire il y aura l'ajout de cette image après le contenu existant de H1. La même chose pour before, sauf que le contenu sera ajouté avant le premier enfant de l'élément donné, c'est-à-dire avant le contenu de H1. Un exemple assez simple. On prend toujours notre code HTML avec les 5 paragraphes. Et là, j'ai un sélecteur P, 2 points, 2 points, first letter, une couleur qui a ce code-là et font size 200%. Ben, vous remarquez ici, first letter. Toutes les premières lettres des 5 paragraphes vont avoir cette couleur-là. Et bien sûr aussi, leur font size, il est à 200% par rapport au font size, on va dire, normal d'un paragraphe. Ici aussi, un autre exemple de pseudo-élément, c'est H1, 2 points, 2 points, after. Là, on a rajouté ce contenu-là au dernier en fond de H1. Donc, H1 ne contenait rien, il y avait juste exemple CSS. Donc, on a rajouté tout ce contenu-là, c'est-à-dire remarque, 2 points, mieux vous comprendre qu'apprendre par cœur, par exemple. Donc, c'est assez simple, il faut juste faire des essais, manipuler un petit peu avec les exercices que je vais vous donner et normalement, ce sera faisable et facile pour vous. J'insiste sur le fait comprendre et non pas apprendre par cœur. Les propriétés ainsi que les valeurs, avec les exercices, avec un petit peu de pratique, vous allez appréhender tout ça. Mais le principe, il faut vraiment le comprendre. Donc, c'est le même code, hein. Donc, toutes les premières lettres de les 4 paragraphes, P ici, là, ici pour le 4e et 5e, auront la couleur que j'ai mentionnée à ce niveau-là pour la propriété colonne. Règle de priorité. Dans le cas où plusieurs styles sont définis pour le même élément, CSS prévoit un ordre de priorité entre les sélecteurs et le style retenu sera composé de l'union des propriétés non communes, la redéfinition des propriétés communes par le style le plus prioritaire, et bien sûr, il faudra pouvoir déterminer quel est le style prioritaire. Donc, l'ordre de priorité décroissant entre les sélecteurs est suivant. Sélecteur d'identifiant
est le plus prioritaire. Par la suite, il y a le sélecteur de classe ou d'attribut. Ensuite, sélecteur d'éléments. Et en dernier, ou le moins prioritaire, c'est le sélecteur universel. Il est possible d'avoir deux styles de même priorité pour le même élément. Dans ce cas de figure, le premier style défini sera retenu. Le dernier ici, pas le premier, pardon. Donc, il est possible d'avoir deux styles de même priorité pour le même élément. Dans ce cas de figure, le dernier style, c'est-à-dire celui qui est déclaré en dernier dans le fichier .css par exemple, c'est celui qui sera retenu. Mais des fois, on tombe un petit peu sur des exemples où c'est vraiment très ambigu. Quel est le sélecteur le plus prioritaire par rapport à l'autre? Donc, il y a une méthode un petit peu... C'est pas une règle générale, mais c'est une méthode heuristique qui va vous permettre d'identifier quel est le style ou le sélecteur le plus prioritaire. Donc, vous allez coder un petit peu les styles, le sélecteur de la forme suivante. Vous allez voir 4 cases. La première case à gauche va représenter est-ce que vous avez un style en ligne ou pas, donc 1 ou 0. Deuxième case, est-ce que vous avez un identifiant au niveau de votre sélecteur? Donc, si vous en avez un, vous mettez 1. Si vous n'en avez pas, vous mettez 0. Ensuite, la troisième case, elle est réservée pour les sélecteurs de classe, pseudo-classe et attributs. Et la dernière case, donc, c'est dans cette case où vous allez marquer il y a combien d'éléments qui constituent votre sélecteur. Un exemple tout simple, j'ai un sélecteur div espace P. Est-ce que j'ai un sélecteur en ligne ici? Non, 0. Est-ce que j'ai un identifiant au niveau de mon sélecteur? Non, 0. Est-ce que j'ai un une classe ou bien une pseudo-classe ou attribut? Absolument pas, donc 0. J'ai combien d'éléments qui composent mon sélecteur? J'en ai 2. Donc le code qui sera attribué à ce sélecteur, c'est 2. Donc, voici un exemple ici. J'ai div.bing espace P. Donc, ici, est-ce que j'ai un sélecteur en ligne? J'en ai pas. Est-ce que j'ai un identifiant au niveau de ce sélecteur? J'en ai pas. Est-ce que j'ai une classe? Oui, j'en ai. J'ai combien d'éléments qui composent mon sélecteur? J'en ai 2. J'ai la première partie ainsi que la deuxième. Ensuite, de l'autre côté, j'ai div espace, essayez de ne pas remarquer cette croix qui est là. J'ai div espace dièse myPag. Est-ce que j'ai un sélecteur en ligne? J'en ai pas. Est-ce que j'ai un sélecteur qui est plutôt, est-ce que j'ai un identifiant au niveau de mon sélecteur? Oui, j'en ai, donc 1. Est-ce que j'ai une classe? J'en ai pas. J'ai combien d'éléments ici qui composent mon sélecteur? J'en ai qu'un seul, div. Ça, c'est un identifiant. Donc, j'en ai que div. Et là, j'avais div et p. C'est pour ça que j'en avais mis 2. Donc, ici, le code, c'est 101. 101, il est supérieur à 12. Donc, le sélecteur prioritaire, c'est celui-là. Là, il y a une croix sur le 1, sur cet élément, c'est-à-dire dans ce cas-là, cet élément, il est rajouté en plus. Vous pouvez le supprimer puisque 100 est supérieur toujours à 12. Peut-être avec cet exemple, ce n'est pas très clair. Je vais vous montrer un autre exemple où ça sera vraiment très clair. Donc, voici le code HTML, précisément uniquement ce qu'il y a à l'intérieur de body/body. Donc, j'ai une balise sémantique header. À l'intérieur, j'ai une balise P. Header, elle appartient à la classe navigation et P appartient à la classe Blue RB. Ensuite, j'ai une feuille de style ou un fichier CSS. Donc, j'ai le premier sélecteur. Header.navigation espace P. Donc, ce sélecteur-là va me sélectionner tous les éléments P qui se trouvent des descendants de header.navigation. Header
la classe header, l'élément header qui appartient à la classe navigation. Header.navigation. Donc, c'est ça. C'est descendant P. Donc, il y a un seul paragraphe. Donc, ce premier sélecteur, il pointe vers ce paragraphe-là, P. Deuxième sélecteur, P.blueRB. Donc, P, la classe blueRB. Le deuxième sélecteur pointe aussi vers ce paragraphe. Donc, j'ai deux sélecteurs qui pointent vers le même paragraphe. Donc, ici, à votre avis, qui est le sélecteur le plus prioritaire? Le premier ou le deuxième? Des fois, comme ça, visuellement, ce n'est pas évident. Si on reprend la notion de calcul que je vous ai montré tout à l'heure, est-ce que j'ai un style en ligne ici? J'en ai pas. 0. Est-ce que j'ai un identifiant là? J'en ai pas. Est-ce que j'ai une classe? J'en ai une. J'ai combien d'éléments ici au niveau de mon sélecteur? J'ai header et P. Donc, c'est 2. Deuxième sélecteur. Est-ce que j'ai quelque chose en ligne? J'en ai pas. Est-ce que j'ai un identifiant? J'en ai pas. Est-ce que j'ai une classe? Oui, j'en ai une. Est-ce que j'ai des éléments? Oui. Donc, j'ai que P. 1. Donc, 12 est supérieur à 11. Donc, ce paragraphe-là, il sera en bleu. Bon, j'ai pas ici le résultat, mais vous pouvez prendre l'exemple et le tester. Donc, le paragraphe ici, il sera en bleu et il ne sera pas du tout en rouge. Même si vous changez ici l'ordre au niveau de votre fichier CSS, vous aurez toujours la même mise en forme. Donc, je vous encourage vivement à reprendre cet exemple et à le tester. Vous allez mieux le comprendre. Maintenant, pour les propriétés CSS, je vais vous mettre sur la plateforme un fichier propriété CSS.pdf qui va regrouper, on va dire, la majorité des propriétés utilisées et dont vous en aurez besoin pour faire les exercices et les travaux pratiques. Maintenant, pour tester rapidement, voir d'autres propriétés, je vais vous mettre ce lien-là. Donc, c'est tutorielrepublic.com. Donc, vous pouvez y accéder et voir les propriétés dans le langage CSS, ainsi que leur définition, ainsi que les valeurs que vous pouvez leur affecter. Donc, c'était tout concernant le CSS. Donc, nous avons présenté un petit peu le principe de cette technologie, les différentes formes de sélecteurs, donc que ce soit sélecteur universel, sélecteur de type, sélecteur de classe, d'identifiant, sélecteur sélecteur pseudo-classe, les pseudo-éléments. Nous avons abordé aussi la notion de priorité entre ces différents sélecteurs. Et je vous ai montré tout au début comment déclarer ou définir un style pour votre contenu web. Donc le style peut être en ligne, il peut être interne, il peut être dans un fichier externe dont l'extension doit être .css.